Daniel 24,9. Une espèce de joie descend du monde sensible. Je suis rattaché à la terre. Les falaises, d'une noirceur intégrale, plongent aujourd'hui par paliers verticaux jusqu'à une profondeur de 3000 mètres. Cette vision, qui effraie les sauvages, ne m'inspire aucune terreur. Je sais qu'il n'y a pas de monstre dissimulé au fond de l'abîme. Il n'y a que le feu originel. La fonte des glaces intervint au terme de la première diminution et fit passer la population de la planète de 14 milliards à 700 millions d'hommes. La seconde diminution fut plus graduelle. Elle se produisit tout au long du grand assèchement et continue de nos jours. La troisième diminution sera définitive. Elle reste à venir. Nul ne connaît la cause du grand assèchement, du moins sa cause efficiente. On a bien entendu démontré qu'il venait de la modification de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de son orbite. Mais l'événement est jugé très peu probable en termes quantiques. Le grand assèchement était une parabole nécessaire, enseigne la Sœur suprême, une condition théologique au retour de l'humide. La durée du grand assèchement sera longue, enseigne également la Sœur suprême. Le retour de l'humide sera le signe de l'avènement des futurs. Daniel 1,10. Dieu existe, j'ai marché dedans. Anonyme. De mon premier séjour chez les Très Saints, je garde d'abord le souvenir d'un téléski dans la brume. Le stage d'été se déroulait en Herzégovine ou dans une région de ce genre, surtout connue pour les conflits qui l'ensanglantèrent. C'était pourtant tout mignon les chalets, l'auberge en bois sombre avec des rideaux aux carreaux blancs et rouges, des têtes de sangliers et de cerfs qui décoraient les murs. Un kitsch Europe centrale qui m'a toujours bien plu. Hack, la guerre, folie des hommes, grosse malheur, me répétais-je en imitant involontairement l'intonation de Francis Blanche. J'étais depuis longtemps victime d'une sorte d'école alimentale qui ne s'appliquait pas chez moi aux airs de chansons célèbres, mais aux intonations employées par les classiques du comique. Lorsque je commençais par exemple à entendre Francis Blanche répéter colossale fusillade comme il le fait dans Babette s'en va en guerre, j'avais beaucoup de mal à retirer ça de ma tête. Il fallait que je fasse un effort énorme. Avec De Funès, c'était encore pire. Ses ruptures vocales, ses mimiques, ses gestes, j'en avais pour des heures entières. J'étais comme possédé. Au fond, j'avais beaucoup travaillé, me dis-je. J'avais passé ma vie à travailler sans relâche. Les acteurs que je connaissais à l'âge de 20 ans n'avaient eu aucun succès. C'est vrai, la plupart avaient même complètement renoncé au métier. Mais il faut dire aussi qu'ils ne foutaient pas grand-chose. Ils passaient leur temps à boire des pots dans des bars ou des boîtes branchées. Pendant ce temps, je répétais, seul dans ma chambre. Je passais des heures sur chaque intonation, sur chaque geste. Et j'écrivais mes sketchs aussi. Je les écrivais réellement. Il m'a fallu des années avant que ça ne me devienne facile. Si je travaillais autant, c'était probablement parce que je n'aurais pas été tout à fait capable de me distraire, que je n'aurais pas été très à l'aise dans les bars et les boîtes branchées, dans les soirées organisées par les couturiers, dans les défilés VIP. Avec mon physique ordinaire et mon tempérament introverti, j'avais très peu de chances d'être, d'entrée de jeu, le roi de la fête. Je travaillais donc à défaut d'autre chose. Et ma revanche, je l'avais eue. Dans ma jeunesse, au fond, j'étais dans le même état d'esprit qu'Ophélie Winter lorsqu'elle ruminait en pensant à son entourage. Rigolez, mes petits cons. Plus tard, c'est moi qui serai sur le podium et je vous mettrai tous des doigts. Elle avait déclaré ça dans une interview à 20 ans. Il fallait que j'arrête de penser à 20 ans aussi. Il fallait que j'arrête de penser à Isabelle. Il fallait que j'arrête de penser à peu près à tout. Je fixais mon regard sur les pentes vertes, humides. J'essayais de ne plus voir que la brume. La brume m'avait toujours aidé. Les téléskis dans la brume. Ainsi, entre deux guerres ethniques, il trouvait le moyen de faire du ski. Il faut bien travailler ses abducteurs, me dis-je.
et je jetai les bases d'un sketch mettant en scène deux tortionnaires échangeant leurs astuces de remise en forme dans une salle de musculation de Zagreb. C'était trop, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais un bouffon, je resterai un bouffon, je crèverai comme un bouffon, avec de la haine et des soubresauts. Si j'appelais en moi-même les éolimites les très sains, c'est qu'ils étaient en effet extrêmement sains. Ils ne souhaitaient pas vieillir. Dans ce but, ils s'interdisaient de fumer, ils prenaient des antiradicaux libres et d'autres choses qu'on trouve en général dans les boutiques de parapharmacie. Les drogues étaient plutôt mal vues. L'alcool était permis sous forme de vin rouge à raison de 2 verres par jour. Ils étaient un peu régime crétois, si l'on veut. Ces instructions n'avaient, insistait le prophète, aucune portée morale. La santé, voilà l'objectif. Tout ce qui était sain, et donc en particulier tout ce qui était sexuel, était permis. On visualisait tout de suite, que ce soit sur le site internet ou dans les brochures, un kitsch érotique plaisant, un peu fadasse, pré-raphaélite, option gros sein, à la Walter Girotto. L'homosexualité masculine ou féminine était également présente, à dose plus restreinte, dans les illustrations. Strictement hétérosexuel lui-même, le prophète n'avait rien de homophobe. Le cul, le con, chez le prophète tout était bon. Il m'a accueilli lui-même, main tendue, vêtu de blanc, à l'aéroport de Zwork. J'étais leur premier vrai VIP. Il avait tenu à faire un effort. Il n'avait qu'un tout petit VIP jusqu'à présent. Un Français d'ailleurs. Un artiste appelé Vincent Grelsheimer. Il avait quand même exposé une fois à Beaubourg. Il est vrai que même Bernard Bransen a exposé à Beaubourg. Enfin, c'était un petit quart de VIP, un VIP art plastique. Gentil garçon du reste. Et j'en fus tout de suite persuadé en le voyant, probablement bon artiste. Il avait un visage aigu, intelligent, un regard étrangement intense, presque mystique. Cela dit, il s'exprimait normalement, avec intelligence, en pesant ses mots. Je ne savais pas du tout ce qu'il faisait, si c'était de la vidéo, des installations ou quoi, mais on sentait que ce type travaillait vraiment. Nous étions les deux seuls fumeurs déclarés, ce qui, outre notre statut de VIP, nous rapprocha. Nous n'allions quand même pas jusqu'à fumer en présence du prophète, mais de temps en temps, au cours des conférences, on sortait ensemble à s'en griller une. Ce fut assez vite, tacitement admis. Ah, VIPtude. J'eus à peine le temps de m'installer, de me préparer un café soluble avant que ne démarre la première conférence. Pour assister aux enseignements, il convenait de revêtir, par-dessus ses vêtements habituels, une longue tunique blanche. J'eus évidemment une légère sensation de ridicule en enfilant la chose, mais l'intérêt de l'accoutrement ne tarda pas à m'apparaître. Le plan de l'hôtel était très complexe, avec des passages vitrés réunissant les bâtiments, des demi-niveaux, des galeries souterraines, le tout avec des indications rédigées dans une langue bizarre qui évoquait vaguement le gallois, à laquelle de toute façon je ne comprenais rien, si bien qu'il me fallut une demi-heure pour retrouver mon chemin. Durant ce laps de temps, je croisai une vingtaine de personnes qui cheminaient comme moi dans les couloirs déserts et qui portaient comme moi de longues tuniques blanches. En arrivant dans la salle de conférence, j'avais l'impression d'être engagé dans une démarche spirituelle, alors que ce mot n'avait jamais eu le moindre sens pour moi, et n'en avait ailleurs toujours aucun. Cela n'avait pas de sens, mais j'y étais. L'habit fait le moine. L'orateur du jour était un type très grand, très maigre, chauve, d'un sérieux impressionnant. Lorsqu'il tentait de placer un effet comique, ça faisait un peu peur. En moi-même, je l'appelais savant, et en effet, il était professeur de neurologie dans une université canadienne. À ma grande surprise, ce qu'il avait à dire était intéressant et même passionnant par endroits. L'esprit humain se développait, expliqua-t-il, par création et renforcement chimique progressif de circuits neuronaux de longueur variable, pouvant aller de 2 à 50 neurones, voire plus.
Un cerveau humain comportant plusieurs milliards de neurones, le nombre de combinaisons et donc de circuits possibles était inouï. Il dépassait largement, par exemple, le nombre de molécules de l'univers. Le nombre de circuits utilisés était très variable d'un individu à l'autre, ce qui suffisait selon lui à expliquer les innombrables gradations entre l'imbécilité et le génie. Mais, chose encore plus remarquable, un circuit neuronal fréquemment emprunté devenait, par suite d'accumulation ionique, de plus en plus facile à emprunter. Il y en avait en somme auto-renforcement progressif, et cela valait pour tout, les idées, les addictions, les humeurs. Le phénomène se vérifiait pour les réactions psychologiques individuelles comme pour les relations sociales. Conscientiser ces blocages les renforçait. Mettre à plat les conflits entre deux personnes les rendait en général insolubles. Savant enchaîna alors sur une attaque impitoyable de la théorie freudienne, qui non seulement ne reposait sur aucune base physiologique consistante, mais conduisait à des résultats dramatiques, directement contraires au but recherché. Sur l'écran derrière lui, la succession de schémas qui ponctuait son discours s'interrompit pour laisser la place à un bref et poignant documentaire consacré aux souffrances morales, parfois insoutenables, des vétérans du Vietnam. Il n'arrivait pas à oublier, faisait des cauchemars toutes les nuits, ne pouvait même plus conduire, traverser une rue sans aide. Il vivait constamment dans la peur et il paraissait impossible de les réadapter à une vie sociale normale. On s'arrêta alors sur le cas d'un homme voûté, ridé, qui n'avait plus qu'une mince couronne de cheveux roux en désordre et qui semblait vraiment réduit à l'état de Locke. Il tremblait sans arrêt, ne parvenait plus à sortir de chez lui. Il avait besoin d'une assistance médicale permanente. Et il souffrait sans discontinuer. Dans l'armoire de la salle à manger, il conservait un petit flacon rempli de terre du Vietnam. Chaque fois qu'il ouvrait l'armoire et ressortait le flacon, il fondait en larmes. Stop! Dit Savant. Stop! L'image s'immobilisa sur le gros plan du vieillard en larmes. Stupidité! Continua Savant. Entière et complète stupidité. La première chose que cet homme devrait faire, c'est prendre son flacon de terre du Vietnam et le balancer par la fenêtre. Chaque fois qu'il ouvre l'armoire, qu'il sort son flacon, et il le fait parfois jusqu'à 50 fois par jour, il renforce le circuit neuronal et se condamne à souffrir un peu plus. De la même manière, chaque fois que nous ressassons notre passé, que nous revenons sur un épisode douloureux, et c'est à peu près à cela que se résume la psychanalyse, nous augmentons les chances de le reproduire. Au lieu d'avancer, nous nous enterrons. Quand nous traversons un chagrin, une déception, quelque chose qui nous empêche de vivre, nous devons commencer par déménager, brûler les photos, éviter d'en parler à quiconque. Les souvenirs refoulés s'effacent. Cela peut prendre du temps, mais ils s'effacent bel et bien. Le circuit se désactive. Des questions? Non, il n'y avait pas de questions. Son exposé, qui avait duré plus de 2 heures, avait été remarquablement clair. En entrant dans la salle des déjeuners, j'aperçus Patrick qui se dirigeait vers moi, tout sourire, la main tendue. Est-ce que j'avais fait bon voyage? Est-ce que j'étais bien installé? Etc. Alors que nous dévisions plaisamment, une femme m'enlaça par derrière, frottant son pubis contre mes fesses, posant ses mains à hauteur de mon bas-ventre. Je me retournai. Fadia avait enlevé sa tunique blanche pour revêtir une sorte de badille en vinyle léopard. Elle avait l'air en pleine forme. Tout en continuant à frotter son pubis contre moi, elle s'enquit, elle aussi, de mes premières impressions. Patrick considérait la scène avec bonhomie. Oh, elle fait ça avec tout le monde, me dit-il alors que nous nous dirigeons vers une table où se trouvait déjà assis un homme d'une cinquantaine d'années, de forte carrure, aux cheveux drus et gris coupés en brosse. Il se leva pour m'accueillir, me serra la main en m'observant avec attention.
Pendant le repas, il ne dit pas grand-chose, se contentant de temps à autre d'ajouter un point de détail sur la logistique du stage. Mais je sentais qu'il m'étudiait. Il s'appelait Jérôme Prieur, mais en moi-même je le baptisais immédiatement Flic. Il était en fait le bras droit du prophète, le numéro 2 de l'organisation. Enfin, ils appelaient ça autrement. Il y avait tout un tas de titres du genre archi-évêque du 7e rang. Mais c'était le sens. On progressait à l'ancienneté et au mérite, comme dans toutes les organisations, me dit-il sans sourire. À l'ancienneté et au mérite. Savant, par exemple, bien qu'il ne soit élohimite que depuis 5 ans, était numéro 3. Quant au numéro 4, il fallait absolument qu'il me le présente, insista Patrick. Il appréciait beaucoup ce que je faisais. Il avait lui-même beaucoup d'humour. Oh, l'humour, me retins-je de répondre. La conférence de l'après-midi était assurée par Odile, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait eu le même genre de vie sexuelle que Catherine Millet et qui d'ailleurs lui ressemblait un peu. Elle avait l'air d'une femme sympa, sans problème, toujours comme Catherine Millet, mais son exposé était un peu mou. Je savais qu'il y avait des femmes comme Catherine Millet qui partageaient le même genre de goût. J'estimais le pourcentage à environ 1 sur 100 000. Il me paraissait invariant dans l'histoire et peu appelé à évoluer. Odile s'anima vaguement en évoquant les probabilités de contamination par le virus du sida en fonction de l'orifice concerné. C'était visiblement son dada. Elle réunit tout un tas de chiffres. Elle était en fait vice-présidente de l'association Couple contre le sida qui s'efforçait de mener à ce sujet une information intelligente, c'est-à-dire permettant aux gens de n'utiliser un préservatif que quand c'était absolument indispensable. Je n'avais pour ma part jamais utilisé le préservatif. Et ce n'est pas à mon âge, et avec l'évolution des trithérapies que j'allais m'y mettre, à supposer que j'ai de nouveau l'occasion de baiser. Au point où j'en étais, même, la perspective de baiser et de baiser avec plaisir me paraissait une motivation largement suffisante pour envisager de terminer l'affaire. L'objectif principal de la conférence était d'énumérer les restrictions et les contraintes que les Élohimites faisaient peser sur la sexualité. C'était assez simple. Il n'y en avait aucune entre adultes consentants, comme on dit. Cette fois, il y eut des questions. La plupart portaient sur la pédophilie, sujet sur lequel les Élohimites avaient eu des procès. Enfin, qui n'a pas eu de procès sur la pédophilie de nos jours? La position du prophète, qu'Odile pouvait ici rappeler, était extrêmement claire. Il existe un moment dans la vie humaine qui s'appelle la puberté, où apparaît le désir sexuel. L'âge, variant selon les individus et les contrées, s'échelonnant entre 11 et 14 ans. Faire l'amour avec quelqu'un qui ne le souhaite pas ou qui n'est pas en mesure de formuler un consentement éclairé, ergo un prépubère, est mal. Quant à ce qui pouvait se passer après la puberté, cela se situait évidemment en dehors de tout jugement moral et il n'y avait à peu près rien d'autre à en dire. La fin d'après-midi s'enlisait dans le bon sens et je commençais à avoir besoin d'un apéritif. Ils étaient quand même un peu chiants pour ça. Heureusement, j'avais des réserves dans ma valise et en tant que VIP, on m'avait alloué une single, bien sûr. Sombrant après le repas dans une ivresse légère, seul dans mon lit king size au drap immaculé, je fis une sorte de bilan de cette première journée. Beaucoup d'adhérents, c'était une surprise, avaient oublié d'être cons. Et beaucoup de femmes, chose encore plus surprenante, avaient oublié d'être moches. Il est vrai aussi qu'elles ne reculaient devant aucun moyen pour se mettre en valeur. Les enseignements du prophète à ce sujet étaient constants. Si l'homme devait faire un effort pour réprimer sa part de masculinité, le machisme n'avait que trop ensanglanté le monde, s'exclamait-il avec émotion dans les différentes interviews que j'avais visionnées sur son site internet. La femme pouvait au contraire faire exploser sa féminité et l'exhibitionnisme qui lui est consubstantiel à travers toutes les tenues scintillantes, transparentes ou moulantes que l'imagination des couturiers
et créateurs divers avaient mis à sa disposition. Rien ne pouvait être plus agréable et excellent aux yeux des Elohim. C'est ce qu'elle disait donc, et au repas du soir, il y avait déjà une certaine tension érotique, légère mais constante. Je sentais que ça n'allait pas cesser de s'aggraver tout au long de la semaine. Je sentais aussi que je n'allais pas réellement en souffrir et que je me contenterais de me biturer paisiblement en regardant les bancs de brume dériver dans le clair de lune. La fraîcheur des pâturages, les vaches Milka, la neige sur les sommets. Un bien bel endroit pour oublier ou pour mourir. Le lendemain matin, le prophète lui-même fit son apparition pour la première conférence. Tout de blanc vêtu, il bondit sur scène, sous la lumière des projecteurs, au milieu d'applaudissements énormes. D'entrée de jeu, c'était la standing ovation. Vu de loin, je me suis dit qu'il ressemblait un peu à un singe. Sans doute le rapport entre la longueur des membres antérieurs et postérieurs, ou la posture générale, je ne sais pas. Ce fut très fugitif. Il n'avait pas l'air, cela dit, d'un mauvais singe. Singe crâne aplati, jouisseur, sans plus. Il ressemblait aussi indiscutablement à un Français, le regard ironique, pétillant de malice et de goguenardise. On l'aurait parfaitement imaginé dans un feido. Il ne faisait pas du tout ses 65 ans. Quel sera le nombre des élus? Attaqua d'entrée de jeu le prophète. Sera-t-il de 1729? Plus petit nombre décomposable de deux manières différentes en forme de cube? Sera-t-il de 9240, qui possède 64 diviseurs? Sera-t-il de 40 755, simultanément triangulaire, pentagonal et hexagonal? Sera-t-il de 144 000, comme le veulent nos amis les témoins de Jéhovah? Une vraie secte dangereuse, elle, soit dit en passant. En tant que professionnel, je dois le reconnaître. Sur scène, il était très bon. J'étais pourtant mal réveillé. Le café de l'hôtel était infect, mais il m'avait capté. Sera-t-il de 698 896 carré palindrome? Poursuivit-il. Sera-t-il de 12 960 000, second nombre géométrique de Platon? Sera-t-il de 33 550 336, le cinquième nombre parfait, figurant sous la plume d'un anonyme dans un manuscrit médiéval? Il s'immobilisa exactement au centre des rayons des projecteurs, marqua une longue pause, avant de reprendre. Sera élu quiconque l'aura souhaité dans son cœur, pause plus légère, et se sera comporté en conséquence. Il enchaîna ensuite assez logiquement sur les conditions de l'élection avant de passer à l'édification de l'ambassade. Le sujet visiblement lui tenait à cœur. La conférence dura un peu plus de 2 heures et franchement c'était bien mis en place, du bon boulot. Je ne fus pas le dernier à applaudir. J'étais assis à côté de Patrick qui me souffla à l'oreille. Il est vraiment très en forme cette année. Alors que nous quittions la salle de conférence pour aller déjeuner, nous fûmes interceptés par Flick. Tu es invité à la table du prophète, me dit-il avec gravité. Toi aussi, Patrick, ajouta-t-il. Celui-ci rougit de plaisir, cependant que je faisais un peu d'hyperventilation pour me détendre. Flick avait beau faire, même lorsqu'il vous annonçait une bonne nouvelle, il s'y prenait de telle sorte qu'il vous foutait les jetons. Un pavillon entier de l'hôtel était réservé au prophète. Il y jouissait de sa propre salle à manger. En patientant devant l'entrée où une jeune fille échangeait des messages dans son talkie-walkie, nous fûmes rejoints par Vincent, le VIP en plastique, conduit par un subordonné de flic. Le prophète peignait et l'ensemble du pavillon était décoré de ses œuvres qu'il avait fait venir de Californie pour la durée du stage. Elles représentaient uniquement des femmes nues ou vêtues de tenues suggestives, au milieu de paysages variés allant du Tyrol aux Bahamas. Je compris alors d'où venaient les illustrations des brochures et du site internet.
En traversant le couloir, je remarquai que Vincent détournait son regard d'étoile et avait du mal à réprimer un rictus de dégoût. Je m'approchai à mon tour avant de reculer, écœuré. Le mot de kitsch pour qualifier ces productions aurait été bien faible. De près, je crois que je n'avais jamais rien vu d'aussi laid. Le clou de l'exposition était situé dans la salle à manger. Une pièce immense éclairée de baies vitrées donnant sur les montagnes. Derrière la place du prophète, un tableau de 8 mètres sur 4 le représentait entouré de 12 jeunes femmes vêtues de tuniques translucides qui tendaient les bras vers lui, certaines avec une expression d'adoration, d'autres avec des mimiques nettement plus suggestives. Il y avait des blanches, des noires, une asiatique et 2 indiennes. Au moins, le prophète n'était pas raciste. Il était par contre visiblement obsédé par les gros seins et aimait les toisons pubiennes passablement fournies. En somme, cet homme avait des goûts simples. En attendant le prophète, Patrick me présenta Gérard, l'humoriste et numéro 4 de l'organisation. Il devait ce privilège au fait d'être l'un des premiers compagnons du prophète. Il était déjà à ses côtés lors de la création de la secte, 37 ans auparavant, et lui était resté fidèle malgré ses volte-face parfois surprenantes. Parmi les 4 compagnons de la première heure, l'un était décédé, l'autre adventiste, et le troisième était parti quelques années auparavant lorsque le prophète avait appelé à voter pour Jean-Marie Le Pen contre Jacques Chirac au second tour de l'élection présidentielle, dans le but d'accélérer la décomposition de la pseudo-démocratie française. Un peu comme les maoïstes, dans leurs heures de gloire, avaient appelé à voter Giscard contre Mitterrand afin d'aggraver les contradictions du capitalisme. Il ne demeurait donc que Gérard, et cette ancienneté lui valait certains privilèges, comme celui de déjeuner tous les jours à la table du prophète, ce qui n'était pas le cas de savants ni même de flics, ou d'ironiser parfois sur ses caractéristiques physiques, de parler par exemple de son gros cul ou de ses yeux en trou de pine. Il apparut dans la conversation que Gérard me connaissait bien, qu'il avait vu tous mes spectacles, qu'il me suivait en fait depuis le début de ma carrière. Vivant en Californie, parfaitement indifférent d'ailleurs à toute production d'ordre culturel, les seuls acteurs qu'il connaissait de nom étaient Tom Cruise et Bruce Willis. Le prophète n'avait jamais entendu parler de moi. C'était à Gérard et à Gérard uniquement que je devais mon statut de VIP. C'était lui également qui s'occupait de la presse et des relations avec les médias. Enfin, le prophète apparut, tout sautillant, touché de frais, vêtu d'un jean et d'un t-shirt. Lick my balls. Une besace à l'épaule. Tous se levèrent, je les imitai. Il vint vers moi, main tendue, tout sourire. Alors, tu m'as trouvé comment? Je restai quelques secondes interloqué avant de me rendre compte que sa question ne dissimulait aucun piège. Il me parlait exactement comme à un confrère. Bien. Franchement, très bien, répondis-je. J'ai beaucoup apprécié l'entrée en matière sur le nombre des élus avec tous les chiffres. Il sortit un livre de sa besace, Mathématiques amusantes, de Justin Gardner. C'est là, tout est là. Il s'assit en se frottant les mains, attaqua aussitôt ses carottes râpées. Nous l'imitâmes. Probablement en mon honneur, la conversation roula ensuite sur les comiques. Humoriste en savait beaucoup sur la question, mais le prophète avait lui aussi quelques notions. Il avait même connu Coluche à ses débuts. Nous avons été à l'affiche du même spectacle un soir à Clermont-Ferrand, me dit-il avec nostalgie. En effet, à l'époque où les maisons de disques, traumatisées par l'arrivée du rock en France, enregistraient un peu n'importe quoi, le prophète, qui n'était pas encore prophète, avait commis un 45 tours sous le nom de Scène de Travis Davis. Il avait tourné un peu dans la région centre et les choses en étaient restées là. Plus tard, il avait tenté de percer dans la course automobile, sans grand succès, là non plus. En somme, il s'était un peu cherché. La rencontre avec les Elohim arrivait à point nommé. Sans elle, on aurait peut-être eu affaire à un deuxième Bernard Tapie.